Second thème, les cuisines des hôpitaux, des cliniques et des EMS. Elles ne sont pas cotées dans les guides gastronomiques, mais mal manger quand on est hospitalisé, ça n'est pas une fatalité. La nourriture est de plus en plus considérée comme un élément très important de la guérison. Reportage Bernard Nevet. Les chiffres sont sans appel. Dans les hôpitaux suisses, en 2004, 157 000 patients ont souffert de dénutrition au cours de leur séjour. Ces patients avaient 2 fois plus de problèmes infectieux que les autres et restaient en moyenne 5 jours de plus à l'hôpital. En fait, la moitié des allongements des séjours hospitaliers étaient liés à la dénutrition. Dès 2006, l'Office fédéral de la santé publique tire la sonnette d'alarme. La dénutrition dans les hôpitaux pose d'immenses problèmes. Dépistage, traitement, prévention. Ici, on peut ajouter... Le professeur Claude Pichard, responsable de la nutrition aux hôpitaux universitaires de Genève, faisait partie du groupe d'experts consultés à l'époque. En 2006, environ un tiers des patients ne couvraient pas leurs besoins alimentaires durant un séjour hospitalier. Parmi les raisons qui avaient été invoquées, il y avait le manque d'appétit d'une part, il y avait d'autre part des horaires qui étaient souvent peu conventionnels, trop tôt le matin, trop tôt en fin de journée, et puis une appréciation des repas qui ne favorisait pas la prise alimentaire. Des conséquences pour le patient, mais aussi en termes de coûts. En 2006, l'OFSP estimait à 526 millions les économies possibles en prenant les mesures nécessaires. Dans les hôpitaux suisses, un peu partout, des plans ont été lancés pour redresser la situation. Au HUG, l'idée a été de créer un projet multidisciplinaire où depuis l'acheteur des aliments, le cuisinier qui les prépare, celui qui va ensuite les distribuer et ceux qui doivent le présenter aux patients, toutes ces personnes ont été impliquées dans un projet commun visant à améliorer l'offre alimentaire et la satisfaction du patient hospitalisé. Le travail commence avec la qualité des produits de base. Fraîcheur, filière courte et produits régionaux de saison. À 7 heures, le bal des livreurs commence. Vous recevez combien de kilos ou de tonnes par jour ici? Entre 10 et 12 tonnes. Il y a des jours où c'est plus, il y a des jours où c'est moins? Tout à fait. Aujourd'hui, vous êtes tombé sur une journée à peu près calme. Les produits partent ensuite en chambre froide ou directement en cuisine. Moins on stocke les aliments, mieux c'est, notamment pour les vitamines. Vous avez la préparation déballage produit, ensuite préparation des recettes. Comme à la maison, on commence à peser et puis on met sur la table. Donc on déballe, on prépare, on pèse et puis après vous avez la partie cuisson. Si les menus spéciaux sont produits séparément, les préparations standards pour les 10 000 repas quotidiens sont faites ici. On a revu les horaires des repas et remanié la carte. Elle propose désormais plusieurs menus à choix pour se rapprocher des goûts des patients. On a un cycle de menus qui tourne avec à peu près 600 recettes. On tourne sur un cycle de 8 semaines pour éviter de retomber sur les mêmes plats. On essaye de varier. Une fois cuisinés, les aliments sont réfrigérés ou conservés sous vide. Le lendemain, c'est le transport vers les cuisines des différents établissements. Puis, tout est régénéré, dressé et servi aux patients le 3e jour. Menu, régime, tout est minutieusement vérifié sur chaque assiette. Mais si les patients apprécient mieux les repas aujourd'hui qu'hier, leur consommation n'a pas varié en 10 ans. Selon des audits réguliers, plus d'un quart des contenus des assiettes revient en cuisine. La réalité, c'est que les patients ont changé eux aussi. Les atteintes sont souvent plus sévères. Et si les traitements sont plus courts, ils sont aussi plus intensifs, plus invasifs. Le plus souvent, c'est la douleur qui coupe l'appétit. Ou alors, ce sont des problèmes mécaniques, parfois sévères, qui empêchent de s'alimenter normalement. Lisette Roulet le sait bien. Elle, qui a été hospitalisée en 2016. Bonjour Françoise, comment ça va? Ah bien, puis vous? J'ai eu le cancer du larynx. Une tumeur de 3 cm là qui touchait la corde vocale. On m'a enlevé la tumeur et on m'a enlevé la tumeur ici. On m'a ouvert et on m'a enlevé les ganglions. Lisette Roulet
étaient alors incapables d'avaler même les purées que l'on propose à l'hôpital. Voilà, ça c'est les féculents légumes. C'est devenu impossible. Je faisais des fausses routes et puis je toussais et ça restait là. Je rondais. Et c'est dangereux, ça, de faire des fausses routes? Oui, c'est très dangereux, ça va dans les poumons. Vous pouvez en mourir. On a essayé avec un peu de courte, mais ça restait. J'ai eu 6 mois la sonde nasale. C'est-à-dire que vous n'avaliez plus rien? Non, je passais tout par la sonde nasale, les boissons, les médicaments. Après avoir été nourrie par sonde pendant 6 mois, elle essaie de vivre sans. Les conséquences sont immédiates. Quand on m'a enlevé la sonde nasale, j'avais de la peine quand même avec. En 8 jours, j'ai perdu 1,5 kg. J'étais à 48 kilos. Lorsqu'un patient ne couvre pas ses besoins nutritionnels tant au plan énergétique qu'au point protéique, une des conséquences, c'est un affaiblissement de la capacité à lutter contre la maladie, à cicatriser, à se défendre contre les infections. En d'autres termes, ça crée une maladie additionnelle à la maladie de base pour laquelle le patient est hospitalisé. Lisette Roulet a repris du poids depuis cette période difficile. Mais elle porte toujours le même regard sur ce que l'on appelle les plats à texture modifiée. Ça donne pas trop envie quand même. C'est pas... Oui. Ça fait hôpital, quoi. Pour les patients qui peinent à avaler, comme pour les personnes âgées qui manquent de force ou de salive, il faut poursuivre le travail. Au HUG, on teste ainsi une nouvelle manière d'apprêter ces plats mixés ou en purée. Il s'agit de changer leur perception pour augmenter leur appétence. On a recréé les textures. Là, on a la forme des cuisses de poulet, on a la forme des carottes, on a les petits pois avec les couleurs qui vont avec. Le projet, c'est d'essayer de se rapprocher au maximum et de s'inspirer d'une alimentation normale pour donner un maximum de plaisir aux patients. Cette technologie, en test à Genève, a été conçue ici, à Lausanne, par le chef Gabriel Serrero et ses partenaires. Au départ, c'est ma mère qui avait un souci, qui a dû subir une opération, qui ne pouvait plus manger de solide. Et puis c'est aussi la demande d'institutions qui cherchaient à améliorer la présentation, l'appétence des assiettes en utilisant, en proposant diverses techniques pour essayer de donner plus d'éclat à ces purées. Le résultat de 6 ans de travail, c'est Easy Base, un mélange à base d'algues et de graines qui permet de gélifier des aliments mixés. Jusqu'ici, on épaississait ou diluait avec des produits à base de pommes de terre, en perdant un peu de la saveur initiale. Ou alors on épaississait ou gélifiait les préparations liquides, mais sans trop s'occuper du goût. On épaissit avec des amidons, avec des produits qui contiennent des maltodextrines. Le problème de ces ingrédients est qu'ils vont avoir tendance à capter l'eau. Cette eau, on en a besoin pour favoriser la déglutition. Gélifier des purées permet de gérer très précisément leur texture. La technique permet aussi de reconstituer entièrement les formes originales. Saucisson, pain, tomates, fromage, terrine, jusqu'aux petits cubes de cornichons. Cette forme est importante, c'est ce qu'on appelle la phase céphalique de la digestion. Si j'identifie le produit que je vais consommer, j'arrive à voir que c'est une carotte, j'arrive à voir que c'est du poulet, une protéine, ou j'arrive à voir que c'est de la matière grasse. Mon corps ne va pas se préparer de la même manière. Vous aurez une meilleure assimilation des nutriments, puis une meilleure digestion aussi, puis une meilleure information aussi de ce que vous mangez, qui est quand même très important, puisqu'on commence par manger avec ses yeux. C'est vrai qu'on mange d'abord avec les yeux. C'est d'autant plus essentiel que certains traitements, comme les chimiothérapies, peuvent totalement altérer le goût. Il faut donc compenser par l'aspect et la texture pour que les patients continuent à s'alimenter et reçoivent les nutriments indispensables. Manger non seulement pour rester en bonne santé, mais manger de très bonnes choses, riches en micronutriments, c'est mettre toutes les chances de rétablissement du côté du patient. Mais évidemment, ça demande des efforts et de l'imagination, surtout quand il n'y a pas de budget supplémentaire. Alors pour élargir notre horizon, nous allons voyager un peu, c'est la suite de ce reportage.
Copenhague, capitale du royaume du Danemark. Si la ville est moins connue pour sa gastronomie que pour la petite sirène et les milliers de cyclistes qui la sillonnent, elle abrite pourtant l'un des meilleurs laboratoires culinaires et universitaires d'Europe. L'alimentation humaine, c'est la spécialité du Nordic Food Lab. On y parle nourriture, nez et bouche, du matin jusqu'au soir. Pour Ole Moritzen, professeur de gastrophysique, le goût, c'est avant tout une histoire de cerveau. Physiologiquement, cela marche comme ceci. Il y a quelque chose qui est libéré par les aliments et ce quelque chose est soluble dans la salive. Et ensuite, cela circule partout sur la langue et cela pénètre dans des petites poches que l'on appelle les papilles gustatives. Et elles sont composées de 100 à 150 cellules, des cellules du goût. Et ces cellules sont des cellules nerveuses, des cellules connectées au cerveau. Le cerveau interprète cela comme étant un goût. Et c'est pour cela que l'on peut dire que le goût n'est pas dans la nourriture. Le parfum et le goût, ce sont des choses qui sont dans le cerveau, parce que c'est l'interprétation du cerveau de certains signaux nerveux. Lorsque nous parlons du goût ou d'expérience gustative, c'est en général une combinaison de nos 5 sens tous ensemble. Nous goûtons avec nos oreilles, avec nos yeux, avec nos sens tactiles, avec la bouche. On appelle ça le toucher en bouche. Mais le plus souvent, c'est le nez. Le cerveau, les yeux, la bouche, le nez, tout doit fonctionner de manière optimale pour éviter les risques nutritionnels. Sandra Bierry le sait bien, depuis que son nerf olfactif a été atteint par un virus. En février 2013, j'ai eu une grippe. Et le premier soir, ça a été à peu près de l'instantané. J'ai perdu totalement l'odorat. Et je dirais le goût, mais finalement, c'est pas tout à fait juste parce qu'il me restait le sucré, salé, acide, amer. Enfin, je savais si je mangeais un truc sucré ou si je mangeais un truc salé, mais je savais pas ce que je mangeais. Au début, c'était là, je me disais, oh, bah, de toute façon, ça sert à rien que je mette du beurre sur ma tartine, parce que de toute façon, moi, je le sens pas, donc autant supprimer le beurre. Et puis après, je supprime la confiture, parce que de toute façon, je la sens pas non plus. Et puis après, on commence à supprimer de plus en plus de choses en se disant, bah, de toute façon, ça sert à rien. J'avais plus envie d'inviter des gens à la maison, parce qu'en plus, je savais pas ce que je faisais, je savais pas si ça allait être bon, mauvais. C'est vrai qu'on a tellement l'habitude, on fait cuire des pâtes, on prend, on en goûte une au milieu de cuisson, ah ouais, bon, bah non, il faut rajouter un peu de sel, puis on rajoute. Là, on n'a plus ça. À l'aide d'une palette de parfums, Sandra Bierry a d'abord cherché à entraîner son nez, dans l'espoir de retrouver certaines sensations. Et pour éviter que son manque de goût ne la pousse à abandonner une alimentation équilibrée, elle s'est mise à valoriser d'autres aspects de sa cuisine. J'ai essayé de voir qu'est-ce qui me procurait des sensations quand je mettais les choses dans le palais. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait la texture. Donc le fait que ça soit croquant, pas croquant, par exemple une framboise, il y aura des petits grains dedans, les couleurs aussi. Et là, dans la tarte aujourd'hui, vous avez quoi? Alors, du fromage de chèvre, des brocolis, des carottes, des courgettes et des haricots. Et puis un petit peu de jambon. Sandra Bierry n'a pas récupéré tout son odorat. Mais en misant sur la créativité, texture, couleur, sensation, type d'aliment, elle s'est sans doute épargnée bien d'autres problèmes. C'était un petit peu déprimant au départ, donc j'ai essayé de trouver qu'est-ce que je pouvais faire pour que j'ai de nouveau envie et de cuisiner et de manger, en fait. Au lieu de manger n'importe quoi sans avoir le goût des choses, en fait. Le goût et l'appétit dépendent aussi de l'environnement. Cela dépend de la mise en place du repas. Il y a tout l'aspect culturel autour du repas. Cela peut être n'importe quoi, depuis les assiettes, la nappe, les bruits dans la pièce, les couleurs ou les autres gens qui vous accompagnent. Et c'est un très grand problème, spécialement dans le monde occidental, car beaucoup de gens, et de plus en plus parmi les personnes âgées, vivent seuls. Et les repas que vous vous préparez pour vous-même, ou ceux qui vous sont livrés tout faits, eh bien, ils n'envoient pas les mêmes signaux. Ces signaux qui font que vous allez avoir de l'appétit et manger. J'ai eu du beurre, de la confiture, je pouvais prendre des birchères ou bien, enfin ce qu'on veut, il y a même du fromage et de la viande.
On sait très très bien. C'est un buffet? C'est un buffet, oui, c'est un buffet carrément. C'est un peu comme Il y à a le l'hôtel? yogourt, oui, comme à l'hôtel, exactement pareil. Presque des fois mieux. Nous sommes à la fondation La Rose à Verre, un établissement public des Hauts-de-Lausanne. Ici, on a parié sur une restauration flexible, aussi créative que possible. Au petit déjeuner, c'est désormais un buffet qui est ouvert de 8h à 10h30. Alors j'ai pris du bircher qui est très bon avec des petits fruits dedans. Et puis du café au lait avec beaucoup de lait. Assouplir les horaires malgré les contraintes de personnel pour coller aux habitudes des pensionnaires. C'est d'autant plus essentiel que bien des gens arrivent en mauvais état à l'EMS. S'ils viennent de la maison, ils sont souvent dénutris. Ils ont perdu beaucoup de poids, ils se nourrissent quasiment plus, ils n'ont plus de plaisir ni à la vie ni à la cuisine. Puis petit à petit, grâce à la médication, grâce aux bons soins qu'on leur donne, effectivement, ils reprennent du plaisir, et notamment à manger. Ce plaisir de manger passe d'abord par les soins médicaux. Philippe Vuimin est médecin, c'est l'un des responsables de l'établissement. On a été très tôt attachés à ce que nos résidents puissent bénéficier de soins dentaires, certes simples, mais de qualité. Quand on a fait ce geste-là, eh bien, on a des gens qui sont aptes à, je dirais, bénéficier de la cuisine qu'on leur sert, aussi bien au niveau organoleptique, bien entendu, c'est ça le but, et après ça aussi avec tout l'aspect visuel, odorat. Donc si on n'a pas préparé ce terrain-là, on ne va pas en tirer tout le bénéfice. Derrière les fourneaux, Xavier Batz, un ancien de chez Girardet. La créativité en cuisine n'est pas un luxe. Elle vise simplement à rendre plus goûteuses les prescriptions nutritionnelles. La purée de pommes de terre, ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Dans la purée, nous, on met du beurre et de la crème. Ça, c'est hyper important pour moi. Mais pourquoi c'est si important? Le goût. Le goût, c'est ça que je recherche. C'est uniquement le goût. Travailler le goût est d'autant plus important qu'une bonne nutrition impose de cuisiner parfois moins salé qu'on ne le fait généralement. Les personnes âgées, ayant souvent moins de sensibilité sensorielle, il faut aussi jouer sur la force des souvenirs pour susciter l'envie. Ce midi, le menu sera un papet vaudois, donc une saucisse au chou UGP, produite localement, et puis le poireau et la pomme de terre. C'est un classique, c'est surtout un plat qu'ils adorent. C'est une valeur sûre, quoi. On est sûr de ne pas faire de déçus. Dans les étages, les repas frais du jour sont amenés en chariot pour celles et ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent plus se déplacer. Comme tout est fait sur place, il suffit qu'un résident au dernier moment n'ait pas envie d'un plat ou voit l'assiette du voisin qui est plus belle ou parce qu'il a choisi un autre menu, on peut réagir sur l'instant et la cuisine le fait volontiers. La qualité du service, elle aussi, doit suivre. En salle, le personnel hôtelier officie en costume-cravate. Depuis que c'est mis sur pied, j'ai des retours clairs. Et moi, je vous dis, j'ai des patients qui m'ont dit « Je retourne avec plaisir manger dans ce nouveau restaurant. Avec le personnel qu'il y a, on a le sentiment qu'on n'est pas forcément à l'EMS. » Alors ça, c'est très, très clair. À l'époque, j'étais en bas, dans un restaurant. Maintenant, dans un restaurant, on peut voir le menu, comment ils se font. Je trouve que c'est formidable. Et alors la saucisse, ça vous a plu à midi? Ah oui, terrible. Ah ça alors, hein. Je suis né en Espagne, mais je suis un bon vaudois. De l'autre côté de la salle, on s'active dans l'espace réservé aux restaurants gastronomiques. Si la gestion est séparée, la proximité des lieux permet des synergies. Les cuisiniers apportant leur savoir-faire aux deux endroits. Le restaurant est ouvert au public et les résidents y ont libre accès. Avec ce voisinage, on permet à un EMS public, qui ne coûte pas plus cher qu'un autre, de bénéficier d'un environnement gastronomique profitable. Il y a plusieurs EMS qui ont déjà des restaurants publics qui marchent aussi très bien, mais le concept n'est pas le même. Ici, on a voulu vraiment intégrer la salle à manger des résidents dans le restaurant public ou vice-versa. Et puis ça, c'est assez novateur comme façon de voir les choses, effectivement.
Pour moi, ça mène une énorme plus-value. Je vous donne un exemple. Nous, à la Rosavère, on a toujours décidé de faire nos fonds de sauce. Oui, que ce soit un fond de sauce pour de la viande. On utilise les mêmes produits. On fait tous nos produits maison. Le saumon fumé qui va être servi demain soir aux résidents, on l'a fumé nous-mêmes. Ça continue d'amener une plus-value. En plus, les produits de haute qualité ne coûtent pas forcément plus cher. L'art du chef, c'est aussi d'éviter les fausses économies. Vous pouvez acheter maintenant sur le marché, on trouve du blanc de volaille à 12 francs kilo, congelé du Brésil ou de Chine. Mais moi, je paye mon poulet fermier, on en achète sur le canton de Fribourg à 24 francs kilo. Mais si vous avez 30% de perte qui est considérée que de l'eau, en fait, vous ne le payez pas 12 francs, vous le payez 12 francs plus la perte. Et en plus, vous n'avez pas le goût. Peu à peu, les hôpitaux et les EMS doivent faire leur mue. Un autre exemple à l'hôpital universitaire de Zurich, qui a vécu une petite révolution. Depuis 2 ans, ce ne sont plus les blouses blanches qui assurent le service. Le personnel hôtelier travaille en bleu. Si les patients ont plébiscité cette nouvelle façon de faire, tout n'a pas été sans douleur, notamment pour le personnel soignant. Au début, ça a été très difficile pour les collaborateurs parce que, évidemment, c'est un changement majeur qui agit très profondément dans la redéfinition de chacun des métiers. Dans les faits, il a bien fallu remplacer des postes de soignants par du personnel hôtelier. Une fois la tempête passée, chacun a pu se recentrer sur son cœur de métier. Les collaborateurs du service hôtelier ont bien sûr un savoir-faire qui est très spécifique. Ils peuvent mieux renseigner les patients sur l'offre et sur la préparation des menus. Ils peuvent aussi prendre plus de temps avec des patients qui ont des besoins particuliers. L'autre aspect positif, c'est que cela représente pour les patients un peu de normalité, un moment où ils peuvent se sentir comme des clients et non pas comme des patients dépendants de soignants. Le personnel hôtelier est bien sûr informé de l'état clinique général du patient, mais il ne le regardera jamais sous un angle médical. Leur relation est très différente. Ce changement permet aussi de professionnaliser les compétences. Le personnel soignant n'étant pas forcément très sensible aux questions d'alimentation. D'autres pistes restent encore à explorer pour optimiser les goûts. Retour à Copenhague. Le professeur Moritzen se rend à la cuisine du Nordic Food Lab. Avec Roberto Flore, il travaille à l'étude du goût umami, largement accepté comme étant le 5e goût. Nous avons 5 goûts de base, amer, salé, sucré, acide, et il y a aussi le goût umami. Identifié au Japon en 1908, le goût umami est une saveur ancestrale, souvent décrite comme un goût de viande. Elle provient du glutamate monosodique, un composé proche de ce que l'on trouve en quantité dans le lait maternel. Au Japon, le bouillon de base, appelé dashi, obtient son goût en utilisant le glutamate de certaines algues, comme ici le kombu. Ce goût prend toute sa dimension en y ajoutant des composés présents dans les noyaux cellulaires, comme par exemple ceux que l'on trouve dans ces copeaux de katsuobushi, un poisson séché. Lorsqu'on goûte l'eau du bouillon avec seulement l'algue, c'est vraiment doux. Mais ensuite, en ajoutant le poisson katsuobushi, nous avons ce goût qui devient rond, plus fumé. On obtient donc un arôme très complexe dans ce bouillon dashi. Une propriété importante de l'umami, c'est de stimuler puis réguler la prise alimentaire. Si vous avez un aliment qui a beaucoup d'umami, ce que vous allez constater, c'est que la salive va être produite. Et ça, c'est la première chose dont vous avez besoin. La salive est importante pour dissoudre les molécules qui vont créer le goût. Si le système ne fonctionne pas, vous allez manger moins et entrer dans une phase de dénutrition. Loin d'être confiné à la culture asiatique, le goût umami est en fait présent partout.
Dans le petit déjeuner anglais, vous avez de l'œuf qui apporte du glutamate et le lard qui apporte le complément. Dans les soupes en Occident, vous allez combiner des légumes qui peuvent donner du glutamate et différents types de viande, de la volaille, des os. Mis ensemble, cela donne ce résultat. Le jambon et le fromage, c'est un autre exemple, et des exemples comme ça, il y en a dans toutes les cultures. En tant qu'Italien, je pourrais penser à notre héritage en termes de fromage. À coup sûr, le parmesan est l'un des fromages italiens les plus connus au monde. Et ça montre bien ce qu'est le goût umami pour un Italien. Très souvent, dans les cultures occidentales, si vous ne connaissez pas l'umami, vous pensez qu'il faut ajouter du sucre ou du sel ou de la graisse. Mais au final, il vous semble que ce n'est pas encore vraiment délicieux, dans le sens où cela provoque l'appétit et aussi la satiété à la fin du repas. Ce qui manque en général, c'est l'umami. À l'inverse des autres, les molécules responsables du goût umami activent des récepteurs nerveux présents jusque dans le tube digestif. Ce mécanisme indique au cerveau la satiété, ce que ne feront ni le salé ni le sucré. Stimuler l'appétit avec moins de sucre, de gras ou de sel, mais avec plus de saveur. C'est une autre piste à suivre pour améliorer la satisfaction des patients, comme d'ailleurs la santé de tous les autres.